Je n'aurais jamais imaginé que le mariage de mon fils marquerait le moment où je cesserais d'être sa mère et deviendrais, aux yeux de tous, une chose jetable. La flûte de champagne tremblait dans ma main lorsque sa fiancée, Belle, se tourna vers le serveur et parla juste assez fort pour que toutes les tables voisines l'entendent, la servante mange en cuisine. Elle ne me regarda même pas. Son regard se porta sur Hélène, mon assistante dévouée depuis plus de 30 ans, puis glissa sans me dépasser, comme si je n'étais rien d'autre qu'un simple papier peint. Mon souffle s'est arrêté, mais j'ai gardé le dos droit. Quelques invités ont ricané. D'autres ont grimacé. Une femme a jeté un coup d'œil à son assiette. Isaac, mon fils, celui que j'avais porté malgré le chagrin, les coliques et le krach boursier de 2008, a simplement ajusté ses boutons de manchette et a continué à discuter de fonds spéculatifs avec le cousin de Belle. Le visage d'Hélène était indéchiffrable, sa posture aussi rigide que la mienne. Je lui adressai un léger signe de tête. Ce n'était pas la première offense de la soirée, mon marque-place indiquait « Margaret Sinclair » au lieu de « mère du marié », mon champagne préféré avait été remplacé par le rosé écolo de Belle, et j'étais assis 2 rangs en arrière lors de la cérémonie, tandis que son professeur de spinning s'emparait d'une place au premier rang. Mais cette humiliation publique était délibérée. Et j'en avais fini. Je posai mon verre, intact, pris ma pochette et me glissai derrière le muret du jardin. Une brise fraîche agitait les buissons de lavande, portant au loin les notes du quatuor à cordes jouant une version jazzy de « Clock ». J'appelai Victor. Il répondit à la 2e sonnerie, toujours ponctuel. Annuler le contrat de 30 millions de dollars que mon fils devait annoncer ce soir, ai-je dit d'une voix calme comme celle d'un chirurgien. Le silence a duré un instant. Puis, Maggie, tu m'as entendu. Je l'ai entendu, ai-je répondu. C'était à moi de le donner, et maintenant, c'est à moi de le garder. Victor n'a pas demandé pourquoi ou il ne le fait jamais et c'est pourquoi je lui fais confiance. Compris. J'en informerai le conseil immédiatement. J'ai raccroché. Les roses du treillis avaient commencé à faner sous la chaleur du début de l'été. J'en ai cueilli une, dont les pétales extérieurs étaient mous et abîmés. Elle avait été parfaite, magnifique même, mais son heure était venue. J'ai glissé la pétale dans ma pochette et je suis retourné à table. Hélène avait rempli mon verre de rosé, mais il était resté intact. Elle se leva légèrement à mon approche. « Tu auras plus que jamais besoin de ton sang-froid », murmurai-je en posant une main sur son épaule. Nous nous sommes rassis et le toast a commencé. Zach se leva et tapota son verre. La foule se tut. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu », commença-t-il, son sourire éclatant sous les guirlandes lumineuses. Surtout ma mère, Margaret Sinclair. Son nom résonna comme une fourchette tombée. Il s'attendait à des applaudissements, il obtint le silence. Même le quatuor marqua une pause. J'ai penché la tête, juste assez pour croiser son regard. Son sourire a vacillé. Il s'est éclairci la gorge. Qui, a contribué à rendre cette journée possible, a-t-il trébuché. Le garçon qui avait pleuré dans mon chemisier après une défaite en Ligue mineure me regardait maintenant comme si j'étais un miroir sans reflet. Le bras de Belle se resserra autour du sien, sa robe scintillait comme si elle avait avalé un lustre. Je sirotais de l'eau tandis que le toast se poursuivait. On plaisantait, on trinquait, mais l'ambiance avait changé. Madame Davenport, assise près de la fontaine, affichait un sourire narquois. Elle se pencha vers son voisin, le parrain de Belle, je crois, et murmura. Bien. Qu'il murmure. Au dessert, les invités murmuraient à propos de l'annonce manquante, la grande nouvelle que Zach avait annoncée toute la semaine, Initiative Sinclair, qui, selon lui, assurerait leur avenir. Eh bien, l'avenir change vite quand on supprime son financement. Ce matin-là, avant le camouflet, avant le toast, avant la trahison, j'avais passé 1 heure à me demander si j'allais porter le médaillon que Zach m'avait offert en CE2, un petit cœur en argent cabossé sur le bord, contenant une photo de nous deux devant la fontaine où ils venaient d'échanger leurs vœux. Je l'avais laissé dans le tiroir, non pas parce que j'avais cessé de l'aimer, mais parce que je commençais à soupçonner qu'il n'avait plus besoin de moi. Après avoir repris le pouvoir, j'ai repensé au domaine. Je me suis souvenu de ses débuts. J'avais 27 ans lorsque son père est parti au pas de tragédie, juste de la lâcheté. J'avais un enfant de 3 ans et $8 000 de dette commune. Je dessinais des plans à la main, je présentais des clients à ma table de cuisine, mon bambin dans les bras. J'ai bâti Sinclair Design avec des cloisons sèches et une volonté de faire, bien avant que cela ne devienne, l'entreprise familiale.
Zacharie a grandi sous mon toit et parmi mes plans. Il appelait mon portefeuille en cuir, la valise secrète de maman. Il m'appelait aussi, maman. Puis, entre son MBA et son obsession pour sa propre marque, il m'a rebaptisé. De mère à atout marketing, mon nom a renforcé sa réputation. Mon visage a rassuré les investisseurs. Mais ma voix, elle, est devenue inappropriée. J'ai laissé faire. Je me suis dit que je passais le flambeau, qu'il méritait de faire ses preuves. Mais ce flambeau m'a brûlé, année après année, embauché, quelqu'un de plus jeune, rebaptisé discrètement ma ligne de papier peint signature, New Heritage, organisé des brunchs traditionnels, sans même une invitation. Le mariage a mis à nu la vérité, il ne s'agissait pas d'une lente érosion, mais d'une véritable remise en question de mon rôle. Le lendemain matin, alors que Zach et Belle dormaient dans la suite nuptiale, j'ai demandé à Victor de rédiger les papiers. Sans cérémonie, Zach a été renvoyé de la fiducie d'exploitation et une clause tronquée, un fil coupé. C'était la première fois depuis des années que je me sentais à nouveau moi-même. À midi, les murmures avaient déjà commencé à se propager dans la foule. Debout près de la fontaine du jardin, un verre d'eau gazeuse à la main, un pas de champagne cette fois, j'observais. J'entends tout. Ils ont entendu la salve de Belle. Les invités les plus âgés exprimaient leur malaise par des sourires crispés et des regards baissés. Les plus jeunes ou les arrivistes en robe d'oignon sentaient le sang dans l'eau. Hélène apparut avec une assiette de pâtisserie et un avertissement, Madame Davenport voulait me parler. Lilian Davenport au départ à midi, un couteau derrière chaque courtoisie me trouva sous le magnolia. J'ai entendu ce que la mariée a dit, commença-t-elle sans prétention. Je ne dis rien, mais soutins son regard. Elle eut un sourire narquois. N'oublie pas qui regarde, ma chère, et qui se souvient d'où vient cet empire. Puis elle claqua des talons et se fondit dans le jardin, me laissant enfin aux chants innocents des oiseaux et à mes propres réflexions. En fin d'après-midi, j'étais de retour à la bibliothèque, la seule pièce du domaine épargnée par les fleuristes et les passe-partout. C'était mon sanctuaire. J'ouvris le tiroir et en sortis le dossier que Victor avait mis à jour le mois dernier. À l'intérieur se trouvaient tous les documents de fiducie, toutes les clauses d'urgence, tous les plans de succession. Le nom de Zach figurait à 3 endroits. Je l'avais retiré d'une section la veille, mais j'étudiais maintenant la suivante, les privilèges du fiduciaire, le pouvoir et les droits de décision sur des biens qui n'étaient pas les siens au départ, mais qui auraient dû l'être avec le temps. Plus maintenant. J'ai décroché le téléphone. Victor, avenant au contrat de fiducie successorale, ai-je dit. Avec effet immédiat, retirez à Zach tout pouvoir discrétionnaire. Je ne veux pas qu'il co-signât une facture de traiteur, et encore moins un contrat de développement. Compris, répondit-il sans hésitation. Et pourquoi, demandai-je d'une voix ferme. Trahison, dis-je. Silence, puis, je le ferai classer avant minuit. J'ai raccroché et, pour la première fois depuis la cérémonie, je me suis laissé respirer. On oublie souvent que le silence ne signifie pas capitulation. Il implique observation, calcul, et parfois même revendication. Au crépuscule, le mariage touchait à sa fin. Le DJ troquait les playlists préparées pour des classiques surjoués. Zach se faufilait dans la foule, serrant des mains comme un politicien raffiné, ignorant combien de mains le dénigraient désormais plus qu'elle ne le félicitait. Belle flottait entre les invités, embrassant les joues et exprimant sa gratitude préméditée comme si elle sollicitait des donateurs pour une campagne. J'ai croisé son regard une fois radieuse en apparence, mais cette lueur dans son regard m'a indiqué qu'elle sentait que quelque chose avait changé, sans savoir quoi. En partant, Hélène m'a tendu une dernière liste d'invités, ceux qui avaient envoyé un mot, ceux qui avaient demandé de mes nouvelles et ceux qui étaient restés visiblement silencieux. Dans la voiture, j'ai parcouru chaque nom jusqu'à ce qu'une ligne manuscrite en bas attire mon attention. Lilian Davenport a offert un album photo des plans de succession initiaux. Elle a dit, vous pourriez les récupérer. J'ai souri. Il pensait inaugurer une nouvelle dynastie, mais le terrain sur lequel il se tenait m'appartenait toujours. C'était une demande simple, en fait. Je n'ai pas fait de scène ni élevé la voix. C'est ça, les femmes comme moi, on n'a pas besoin de volume, on a besoin de précision. Hélène, dis-je en retirant mes gants tandis que nous approchions de la maison principale. Monte dans la suite nuptiale et récupère ce qui m'appartient. Elle ne me demanda jamais pourquoi, et je ne lui donnai aucun détail au juste que quelques objets personnels du coffre-fort familial avaient été prêtés pour le mariage de Belle. Sur le papier, cela semblait charmant, une bague de famille,
un peigne à cheveux serti de perles ou une petite touche d'ancien de la part de la matriarche de Sinclair Design. Un geste adorable, sauf que je n'avais rien prêté. Ils avaient pris ces objets de nuit avant la cérémonie, lorsque l'assistante de Belle m'avait complètement contourné et avait assuré à mon régisseur que Maggie avait approuvé la collection de famille, lui fournissant même les codes de sécurité. Hélène l'avait signalé, mais je lui ai dit de laisser faire. Parfois, il faut laisser les gens se montrer quand ils pensent qu'on ne dira rien. Alors j'ai attendu et effectivement, elle était là ce matin-là, débordante de pouvoir emprunter, la bague en saphir de ma grand-mère brillait à sa main droite, le peigne en ivoire de ma mère retenait ses boucles brunes. Elle souriait au photographe comme une reine. Si elle m'avait posé la question ou une phrase, un gramme de respect, j'y aurais peut-être réfléchi. Au lieu de cela, elle a supposé que je n'oserais pas faire d'histoire. Alors je ne l'ai pas fait. J'ai téléphoné. Cet après-midi-là, Hélène se tenait dans l'embrasure de la porte de la suite nuptiale, calme comme toujours, tandis que Belle serrait la bague comme si elle était collée à son doigt. « Je ne comprends pas, » dit Belle, sa voix suffisamment aiguë pour porter jusqu'au bout du couloir. Madame Sinclair a demandé la restitution immédiate de tous les objets de famille de son coffre-fort personnel, répondit Hélène. Belle rit, comme s'il s'agissait d'un stupide malentendu. On n'a pas encore fini les photos. D'une main ferme, Hélène ouvrit une petite pochette en velours. On entendit une mouche voler, les fers à friser s'immobilisèrent, les coiffeurs figés. Le sourire de Belle s'estompa. Je rendrai tout après la lune de miel, essaya Belle. Frais comme l'hiver, dit Hélène en plaçant la bague et le peigne dans la pochette, en hochant la tête vivement et en s'éloignant sans un mot de plus. Quand nous sommes arrivés à la voiture, elle m'a tendu la pochette. Je l'ai ouverte et ai caressé du pouce le saphir. Il semblait briller de soulagement, comme s'il avait retenu son souffle. Cette bague avait survécu à 3 générations de femmes Sinclair portées dans les salles de réunion, sur les champs de bataille et dans les salles d'accouchement. Ce n'était pas un accessoire pour une vidéo Instagram. Je l'ai glissé à mon doigt, ma bague, ma lignée. Hélène m'observait, le regard doux mais fier. Je suppose qu'elle pensait que le porter la rendait partie prenante de l'histoire, dis-je. Elle a oublié qui a écrit l'histoire, répondit Hélène. De retour au domaine, le cortège nuptial s'est réuni pour les photos de groupe. J'ai vu Belle sourire, poser et pencher la tête, pas de bague, pas de peigne, rien d'emprunté, si ce n'est son nouveau nom de famille. Elle n'a pas fait de scène. J'imagine qu'elle a supposé que mon petit jeu de pouvoir était terminé et que j'allais reprendre mon rôle décoratif et détaché. Qu'elle soit bénie. Le lendemain, j'ai fait recataloguer le coffre, tout a été enregistré, étiqueté et sécurisé. Les codes d'accès ont été modifiés et l'inventaire a été revérifié. Hélène a scellé la collection d'objets de famille dans des boîtes sans acide et les a placés dans les archives à température contrôlée, en attendant que quelqu'un obtienne le droit de les porter, a-t-elle expliqué. Ce soir-là, j'ai retiré la bague et l'ai déposée dans ma boîte de chevet. Elle avait fait son effet pour l'instant. Je ne me contentais pas de récupérer des bijoux, je récupérais une lignée. Belle avait peut-être marché jusqu'à l'autel avec le nom de mon fils, mais elle ne toucherait plus jamais à notre héritage. Tout a commencé par une feuille de calcul, pas une confrontation ni un cri. Une feuille de calcul envoyée par courriel par la coordinatrice du mariage de Belle, avec pour objet, confirmation finale des fonds du registre et des transferts de dons. 38 entrées allant d'un fonds de voyage de $10 000 à un crédit de $7 500 pour des meubles design toutes prétendument offertes par Maggie Sinclair, la mère du marié. Je l'ai lu 2 fois. Je n'avais rien autorisé. Il pensait que l'argent coulerait à flot, que le nom Sinclair était un tuyau qu'il pourrait actionner librement, silencieusement, automatiquement. Ce qu'ils oubliaient, c'est que j'ai bâti ma fortune sur des détails et j'en lis chaque ligne. Hélène, ai-je dit desquels est entré, combien de transferts ont été traités? Elle se pencha par-dessus mon épaule et parcourut le document avec la précision d'un neurochirurgien. 3 pour l'instant, dit-elle. Les autres sont en attente. J'ai hoché la tête, décroché le téléphone et appelé Victor. J'ai besoin de bloquer tous les virements sortants liés au mariage, ai-je dit. Immédiatement, pour des divergences administratives. Ce ne sera pas un problème, promit-il. Ce sera fait avant le coucher du soleil. Je raccrochai et laissai le silence s'installer autour de moi. Quelques heures plus tard, les courriels ont commencé. Belle, bien sûr, ne m'a pas écrit directement. Elle a demandé à son assistante de m'envoyer un mot poli pour clarifier la confusion concernant les contributions au registre.
Souhaitez-vous que nous vous renvoyions les numéros de compte, demandait-il. Je n'ai pas répondu. Hélène a rédigé une phrase concise en guise de réponse, en attente de révision. Veuillez patienter. Nous l'avons envoyé. Rien de plus. Les murmures reprirent rapidement, cette fois parmi les invités. Au brunch qui suivit le mariage, j'entendis un ancien client murmurer à sa femme, « Tu as entendu que le compte voyage avait été refusé ?» Une autre invitée se pencha, dissimulant à peine son sourire, « Je croyais que les Sinclair payaient tout, c'est ce qu'on nous a dit au brunch du spa. » Et soudain, l'éclat s'éteignit. Belle fut la première à le remarquer, son sourire se crispa, son regard erra entre les tables. Zach se tenait à côté d'elle, riant trop fort, prétendant que la tension n'avait pas un goût de vinaigre. Hélène et moi nous attardâmes près des hortensias, près du mur du fond. Je n'avais pas besoin de me mêler à eux, la salle bavardait déjà. En milieu de matinée, Victor a envoyé un texto, « Tous les fonds sont gelés en attendant la confirmation de l'autorisation. » Légalement, c'est sûr. Bien. Ce soir-là, j'ai examiné la liste de cadeaux, ligne par ligne. Elle n'était pas seulement généreuse, elle était gourmande, un portrait à l'huile commandé, un abonnement annuel à un service de fleurs de luxe, des bagages personnalisés monogrammés pour leur lune de miel autour du monde, le tout à mon nom. Ils avaient oublié un détail crucial, je ne me contente jamais de remarquer. J'agis. Et l'insulte finale, une demande de retraite privée pour couple au lac Kao, au prix de 18 200 $. La donatrice était mademoiselle Margaret Sinclair, mère du marié et bienfaitrice de l'héritage familial. Voilà à quoi il m'avait réduite, non pas à une personne, mais à une source de financement, à un slogan. Le lendemain matin, j'ai demandé à l'équipe financière d'envoyer un message révisé à chaque vendeur de cadeaux. Notre bureau regrette une erreur administrative dans les dépenses liées aux récents événements de Sinclair. Tous les dons non autorisés doivent être annulés. Les contributions futures seront dirigées conformément aux directives successorales mises à jour. J'entendais presque le cri de Belle depuis l'autre bout de la ville. Le même jour, Madame Davenport est passée où elle était par hasard dans le quartier, même si son chauffeur portait un smoking et que son rouge à lèvres était étrangement frais pour midi. Elle a siroté mon expresso et m'a observé avec une admiration ouverte. « Je vois que l'Empire est toujours bien défendu, » dit-elle en tapotant la porcelaine avec un ongle manucuré. La rumeur dit que le registre a été ajusté. J'ai souri. Je range juste les livres. Madame Davenport gloussa, ses perles illuminant la lumière. Vous leur avez peut-être offert un mariage, mais vous ne leur avez rien donné de précieux. Plus tard dans l'après-midi, Zach a appelé. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie, il n'avait pas l'air en colère, mais effrayé. Salut maman, il y a eu une confusion concernant les transferts. On pensait que tout était réglé comme tu le souhaitais. Appelle-moi quand tu pourras, d'accord? Je ne l'ai pas fait. Assis sur le balcon de mon bureau, je regardais le soleil se coucher derrière la haie et je pensais à l'héritage, pas seulement à ce que nous laissons derrière nous, mais à ce que nous retenons. Ils voulaient les bienfaits de mon nom sans le fardeau de ma mémoire. Eh bien, qu'ils paient leurs factures. Je ne sais pas exactement quand Zach et Belle ont commencé à m'appeler « stratégique », mais quelque part en chemin, l'amour est devenu une négociation et quelque part après cela, j'ai arrêté de donner sans registre. Alors, quand j'ai rencontré Victor à son bureau la semaine suivante, je ne portais pas de noir, mais du bleu marine, une tenue puissante sans deuil. Il a ouvert la porte de la salle de conférence lui-même, sans assistant. C'était son signe, il savait déjà de quoi il s'agissait. Je veux modifier le testament, ai-je dit avant même de m'asseoir. Victor haussa un sourcil. Zach est déjà hors de contrôle de la fiducie. Tu veux qu'il soit complètement hors du testament? Non, dis-je en dépliant lentement mon gant, ce serait évident. Je veux qu'il soit éclipsé. Victor se pencha en arrière, les doigts croisés. Vous voulez que la majeure partie du domaine soit réaffectée? Je veux des bourses, des aides au logement, des dotations pour les étudiants en design issus de milieux défavorisés, et tout le reste. Ai-je souri. Je garderai un petit fonds pour Zach et Belle, juste assez pour que personne ne meure de faim, mais suffisamment pour qu'ils pensent que je suis toujours généreuse. Victor hocha la tête, prenant déjà des notes. Nous avons passé 1 heure à ajuster la structure, à démonter les os de ce qui aurait pu être leur filet de sécurité et à les tisser pour en faire quelque chose de nouveau, de durable. Je ne l'ai pas fait par méchanceté, pas vraiment. C'est l'idée fausse que les gens se font des femmes comme moi, ils pensent que nos limites sont une vengeance, que notre lucidité est une cruauté. Mais ça, c'était une protection contre la manipulation,
la culpabilité, l'influence de ceux qui vous sourient en vous attaquant au couteau dans le dos. Victor poussa un dossier sur la table. J'ai vu mon nom écrit dessus, plan d'héritage révisé de Margaret Sinclair. J'y avais accompagné Zach pendant ses études de droit, pendant sa première start-up ratée, pendant la compte pour cette monstruosité surdécorée qu'ils considèrent comme leur maison. Il m'avait dit un jour que je l'avais étouffé sous une structure. Eh bien, maintenant, je l'avais complètement déstabilisé. Alors que nous terminions, Victor hésita. Tu devrais savoir, dit-il en baissant la voix, j'ai entendu des rumeurs sur Belle. J'ai cligné des yeux. Quel genre de rumeurs? Il a sorti son téléphone et a ouvert un message, des rumeurs selon lesquelles elle envisagerait une grossesse, à un moment opportun. Pas encore de confirmation médicale, bien sûr. Je fixais l'écran où ce n'était pas choquant, c'était un cas d'école. Belle n'organisait pas de fête, elle orchestrait des actions. Un jour, elle avait organisé une baby shower pour un chien, juste pour attirer l'attention des médias. Une vraie grossesse, c'était un moyen de pression. Victor s'éclaircit la gorge. Je vous le dis simplement parce qu'on l'a vu discuter avec des avocats spécialisés dans les clauses de tutelle. Tutelle, demandai-je, le mot acerbe dans ma bouche. Elle prépare peut-être le terrain, a-t-il dit, vous présentant soigneusement comme une personne imprévisible, potentiellement inapte. Je sentis mon cœur ralentir. Inapte comme une femme avec trop d'opinion, trop de mémoire, trop de pouvoir? Victor ajouta doucement, on a déjà vu cette tactique, Maggie, de riches matriarches déclarées confuses, convaincues de signer des choses qu'elles ne comprennent pas parfaitement, ont quitté leur foyer pour leur sécurité. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le dossier, puis j'ai pris mon téléphone. Hélène, ai-je dit lorsqu'elle a décroché, fait un audit complet des archives numériques, papier, orales de toutes les conversations que j'ai eues avec Zach ou Belle au cours de l'année écoulée concernant l'argent, les biens ou l'accès à la succession. Je veux que tout soit catalogué. Compris, dit-elle immédiatement. Et pour aller de l'avant. Pas de réunion privée sans registre des témoins, ai-je ajouté. Aucune exception. Surtout pas Zach. Nous avons raccroché. Victor m'a servi un Earl Grey et nous nous sommes assis un moment dans le calme confortable d'une longue amitié. Tu ne fais pas que planifier, dit-il au bout d'un moment. Tu défends un royaume. Non, dis-je doucement en regardant la vapeur monter dans l'air. Je me défends d'une famille qui me voit comme un trône sur lequel elle attend de s'asseoir. Il n'a rien dit. Il n'était pas obligé. Plus tard dans la soirée, j'ai parcouru les couloirs du domaine et laissé mes doigts tracer les cadres sur les murs, ma photo de mariage, Zach à 6 ans recouvert de glaçage, mon premier bureau, l'inauguration de l'entreprise, mon mari tenant un bambin, Zach sur ses épaules, toute une vie organisée comme une exposition de musée. Un héritage, certes, mais qui ne leur appartient plus. Le brunch d'adieu se tenait sous la pergola où les hortensias blancs s'inclinaient sous leur beauté, et où la brise embaumait une légère odeur d'eau de rose et de pourriture. Je portais du lin crème, pas de bijoux, pas d'armure, juste de l'élégance. Qu'ils sous-estiment ça. Les invités sirotaient des mimosas et grignotaient des galettes de saumon fumé, riant plus fort que nécessaire comme on le fait quand on sent une tension sans vouloir la nommer. Belle flottait entre les tables, tout en soie pastel et en dents de scie. Si je ne l'avais pas su, j'aurais pu la croire rayonnante. Mais je sais que c'est la malédiction de la vieillesse. On voit bien quand une femme vend quelque chose. Et ma puce, Belle était en tournée marketing. Zach se tenait près de la fontaine à champagne, la mâchoire serrée, riant faussement avec un ami du fonds spéculatif dont je n'avais jamais pris la peine de me souvenir du nom. Il ne m'a pas abordé pas une seule fois. Cela ne me dérangeait pas. J'étais pressé. Vers la fin du brunch, le DJ coupa la musique et demanda l'attention de tous. On passa un micro, Belle fit signe à Zach de le prendre. Au lieu de cela, je m'avançai. Il y eut une brève bousculade, quelqu'un laissa tomber une fourchette. Zach parut surpris. Le sourire de Belle s'étira. Juste une fois, commençai-je. Je ne vous retiendrai pas longtemps, dis-je d'une voix claire et chaleureuse, comme si rien au monde ne s'effondrait. Je tiens simplement à remercier tous ceux qui sont venus jusqu'ici, qui ont profité du soleil d'été et qui ont célébré ce nouveau chapitre de notre famille. Il y eut des hochements de tête, de légers applaudissements, mais je veux aussi dire quelque chose sur l'héritage, maintenant. Ils se sont penchés. L'héritage ne se construit pas sur des photos, dis-je en me tournant vers le montage encadré sur le chevalet, photos de fiançailles, photos de vacances prises sur le vif, ces horribles portraits filtrés qui, selon Belle, les rendaient intemporels.
Il ne se construit pas sur la richesse, les listes de mariage ou les monogrammes assortis. Je marquai une pause. L'héritage se construit sur l'amour, un amour discret, sans éclat, sans artifice, celui qui surgit après la chimio, celui qui rappelle votre tarte préférée, celui qui ne vous oblige pas à passer une audition. On aurait pu entendre une mouche voler, même les cigales se sont arrêtées. Il me semblait. J'ai alors souri, pas gentiment, pleinement. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que l'héritage ne se résume pas à ce qu'on laisse derrière soi, mais à celui qui garde son nom en sécurité. J'ai levé mon verre à la vérité, et à celui qui l'a dit quand tu n'es pas là. Il y eut un long moment avant que les applaudissements ne commencent, Madame Davenport applaudit la première, puis Hélène, puis quelques autres hésitantes mais suffisamment fortes. Le visage de Zach était figé sous ce masque que portent les hommes lorsqu'ils se demandent encore s'ils viennent d'être insultés. Belle resta parfaitement immobile, tenant son mimosa comme une arme où elle avait oublié comment s'en servir. J'ai posé mon verre et je suis parti au pas de manière théâtrale, mais délibérément, comme une femme qui sait exactement où elle va et ne demande plus la permission pour y aller. Hélène m'a rejointe près du treillis de rosiers. Eh bien, dit-elle d'un ton léger, ce sera dans les pages mondaines avant le dîner. Je lui ai tendu ma pochette. Bien, ai-je dit. Qu'ils impriment la vérité, pour une fois. Elle jeta un coup d'œil en arrière. Zach ressemblait à un homme essayant de compter le sable, Belle ressemblait à quelqu'un essayant d'allumer une allumette dans le vent. Nous n'avons pas ri, parce que ce n'était pas drôle. Pas vraiment. C'était juste sincère. Ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte de mon bureau ni manuscrite, ni affranchie. À l'intérieur se trouvait une simple carte, monogrammée, vous n'aviez pas à nous humilier. Pas de signature, mais la police criait Belle. Je l'ai brûlée dans la cheminée, puis j'ai écrit une lettre à Victor, détaillant ce qui s'était passé, l'enregistrant, le cataloguant, conservant la vérité en lieu sûr. Car c'est ça, l'héritage, pas seulement ce dont on se souvient, mais ce qu'on enregistre. Je n'avais pas voulu entendre quoi que ce soit, les murs n'étaient pas aussi épais qu'ils le croyaient. Après le départ des invités et le début du débarras des flûtes en cristal et du pliage des serviettes en lin en cygne, je suis allé dans le couloir et pour récupérer mon châle. J'ai mal aux os au coucher du soleil, même si la journée a été chaude ou une vie en talons peut avoir cet effet sur une femme. Je me suis arrêté sur le palier du 2e étage, juste après la suite nuptiale, où la porte était entr'ouverte et où les voix à l'intérieur étaient aiguës et familières. Tu avais dit qu'elle serait prévisible, rétorqua Belle. Tu avais dit qu'elle exécuterait son numéro de matriarche gracieuse et se roulerait par terre, comme toujours. La voix de Zach arriva ensuite, plus basse, mais froide. Eh bien, elle ne l'a pas fait, évidemment. Et maintenant, la moitié de nos invités pensent qu'on n'a pas les moyens de se payer notre lune de miel. Un silence. Puis Belle de nouveau, plus calme mais plus sèche, combien de temps allons-nous devoir faire semblant de la tolérer? Mon estomac se serra, mais je ne bougeais pas. Zach soupira. Juste assez longtemps pour qu'elle dérape. Elle a presque 75 ans, il ne nous manque qu'une déclaration confuse, un médicament oublié, et quelque chose à montrer au juge. Ces mots m'ont frappé comme un second couteau, non pas une trahison d'affection cette fois, mais une trahison d'intention. Elle ne va rien nous donner, dit Belle. Tu vas devoir l'accepter, elle me fait confiance, murmura Zach. Elle m'a toujours fait confiance. Eh bien, rit amèrement Belle, plus maintenant. Je suis resté immobile, sans respirer, jusqu'à ce que leurs voix s'éteignent et que j'entende la porte se refermer derrière eux. Puis je me suis retourné calmement à mon bureau et ai récupéré le petit dictaphone que je gardais pour mes dictées. Helena l'avait glissé dans ma pochette après le brunch, au cas où, elle anticipait toujours les événements, même moi. Je n'ai pas pleuré. J'ai enregistré ma déclaration, parlant lentement et clairement, l'heure, le lieu, le contenu de la conversation. Je l'ai signée et datée, Hélène en a été témoin, et Victor l'a reçue dans une enveloppe scellée dans l'or, une preuve à ne pas utiliser aujourd'hui, ni demain, mais un jour, si nécessaire. Cela suffirait. Après le départ d'Hélène, je me suis servi un verre de vin, pas mon pinot habituel, mais quelque chose de plus sombre, un merlot que nous avions débouché lors de la remise des diplômes de droit de Zach. Je me souviens qu'il le détestait à l'époque, le trouvant trop amer. Eh bien, j'y ai pris goût, lui ai-je dit. Je me suis assis dans le fauteuil à haut dossier de mon salon privé, au celui que James avait choisi à Florence, à l'époque où il croyait encore qu'une chaise pouvait réparer un dos, et j'ai laissé la vérité s'installer. Il n'attendait pas seulement ma mort, il planifiait comment faire. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil.
J'écoutais le silence entre les pièces, le vent qui frappait les volets, les derniers mots prononcés par mon fils sans que je sache que je l'écoutais, juste une déclaration confuse enregistrée. Voilà ce que j'étais désormais pour lui, une vulnérabilité à documenter, une menace à exploiter. On ne revient pas de là. On change. J'ai regardé le portrait au-dessus de la cheminée, Zach a 9 ans, dans son uniforme de petite ligue, souriant comme si le monde était encore pur. Je lui ai murmuré, j'ai élevé un garçon qui est devenu ça. Puis j'ai sorti l'enveloppe contenant les codes d'accès de secours et je les ai déplacés, nouvelle banque, nouvelle structure, nouvelles éventualités. Hélène et Victor en ont tous deux reçu des copies, mais pas la famille. Plus maintenant. Le deuxième couteau ne m'a pas fait saigner, il m'a fait voir. La loyauté en société n'est qu'apparente. En explorant les toasts au champagne et les sourires de country club, on découvre des réseaux de chuchotements ou des charognards bien habillés qui attendent de voir d'où vient le vent. Alors je leur ai donné du vent pas une rafale, une brise subtile, parfumée d'argent ancien et d'une vague acidité, comme un fruit trop mûr. Tout a commencé par un déjeuner organisé par Elena, un déjeuner discret et raffiné, avec 6 femmes que je connaissais depuis des décennies et épouses d'architectes, de doyens, de mécènes de galeries ou le genre de personnes qui n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'une tempête approche, elles la sentent dans le linge. Je n'ai pas mentionné Zach ni Belle, je n'étais pas obligé de le faire. J'ai simplement laissé échapper quelques vérités, comme les perles d'un fil brisé. Oh, je me suis retiré du conseil d'administration par lassitude de l'héritage, je suppose, dis-je. J'ai décidé de financer directement des initiatives féminines, en contournant la bureaucratie familiale. Quand on a tout donné à quelqu'un et qu'il continue à nous traiter comme un portefeuille avec des opinions, il est temps de régulariser la succession. N'êtes-vous pas d'accord? Elles acquiescèrent toujours lorsqu'une femme de pouvoir semble enfin reprendre ses droits. À la fin du déjeuner, 2 d'entre elles avaient demandé à rencontrer Victor, une m'avait glissé une carte pour une fondation de femmes à Washington, et toutes les 6 étaient parties en sachant que Maggie Sinclair ne laisserait plus son fils représenter l'Empire. Le lendemain, j'ai envoyé une pièce vintage du vendeur à Madame Davenport, un cadeau, une file d'attente. La semaine suivante, elle a organisé son propre brunch, aucun Sinclair n'était invité, mais j'ai entendu dire que mon nom avait été mentionné 9 fois. Nul besoin de faire la guerre pour changer les mentalités, il suffit de rappeler aux gens à qui ils ont le plus intérêt de se ranger. Zach a appelé 2 fois pendant cette période, je n'ai pas répondu, non pas par cruauté, mais parce que je laissais le silence faire son œuvre. Le silence rend les gens nerveux, il les fait parler. Et il parlait. Hélène arrivait avec son bloc-notes et disait, « Monsieur Channing a mentionné que la fondation de Bell s'était vue refuser des fonds de contrepartie, on dirait qu'il ne la considère plus comme une partie contrôlante. » Ou encore, les Pétons ont déplacé leur garden party au début du printemps, ils ne voulaient pas qu'elle soit trop proche de la collecte de fonds des Sinclair. Ce n'étaient pas des accidents, c'était des recalculs. Lors de la réunion trimestrielle du conseil d'administration, ma première depuis 12 ans, Zach a fait une déclaration officielle, « Je m'inquiète pour l'image », a-t-il dit, jouant avec son stylo blanc comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Il y a une confusion quant à l'orientation de la direction, certains de nos donateurs sont incertains. Victor, assis 2 chaises plus loin, le regarda et répondit calmement, « C'est la conséquence de rester dans l'ombre de quelqu'un, on ne sait jamais quelle image on a de soi. » Zach ne répondit pas. Ce soir-là, j'ai bu un verre de vin seul, non pas pour fêter, même si j'y trouvais de la satisfaction, mais parce que, pour la première fois depuis des mois, je me sentais stable. La vengeance n'était plus le but, mais la revendication. Mon identité avait été enfouie sous des titres mère, veuve, fondatrice, bienfaitrice. Maintenant, j'étais Maggie, et Maggie n'avait plus à se justifier. Hélène et moi avons mis à jour l'annuaire interne de Sinclair Design plus tard dans la semaine. Le titre de Zach est resté le même, mais le mien était « Fondateur, Amerita sans numéro de transfert ». Qu'ils envoient leurs questions dans le vide. Ils ont toujours cru que l'entreprise était la sienne, c'est ça la blague. Zach, avec ses costumes sur mesure et ses cheveux savamment ébouriffés, était censé être l'architecte du succès de Sinclair Design. Mais Zach n'a jamais rien construit, il a hérité d'un échafaudage et a appelé cela une vision. Alors je lui ai montré ce que ça faisait quand l'échafaudage glissait. Tout a commencé avec le portefeuille fantôme ou ce que Victor et moi appelions toujours les « possibilités tranquilles », les investissements que j'avais réalisés au fil des décennies. Nombre d'entre eux étaient au nom de Sinclair, d'autres dans des fiducies sans droit de regard immobilier, sociétés écrans, droits de licence, brevets dormants. Ni prestigieux, ni à la une des journaux,
mais solide, rentable et entièrement sous mon contrôle. Pour Zach, ce n'était que des chiffres sur un bilan, des réussites qu'il affichait lors des réunions du conseil d'administration sans jamais se demander d'où elles venaient. Un mardi matin, autour d'un café et d'une tartine au citron, j'ai commencé à me séparer de mes actifs. Pas tout d'un coup, juste assez pour faire trembler les esprits. Un groupe d'hôtels-boutiques que nous avions discrètement soutenu a été vendu, le contrat de licence avec l'entreprise textile scandinave a été réaffecté, les droits de marque, longtemps en sommeil, de la collection Sinclair Legacy, autrefois le projet favori de Bell, ont été intégralement rachetés par une association à but non lucratif que j'ai fondée le jour même. À la fin de la semaine, un tiers des succès de Zach s'était volatilisé, et personne ne pouvait remonter jusqu'à moi. Car c'est bien ça, les fantômes, ils hantent mieux quand on ne les voit pas. Ce vendredi-là, Victor a appelé d'une voix froide et indéchiffrable. Votre fils a demandé une réunion avec le conseil d'administration pour régler des irrégularités dans le dossier. Puis-je vous convoquer? Non, ai-je dit. Laissez-le vous expliquer le château de cartes sans moi. Hélène et moi étions assis dans le jardin cet après-midi-là, sirotant du thé frais, les camélias fleurissaient trop tôt, toujours signe d'un faux printemps. Il a appelé 2 fois aujourd'hui, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à son téléphone. Il a laissé un message vocal où il veut dissiper tout malentendu. Je ne suis pas confuse, ai-je répondu. C'est lui qui l'est. Ce soir-là, le conseil d'administration de Sinclair a publié une déclaration concernant une restructuration interne en cours. La presse en a à peine parlé. Mais les cercles importants ont remarqué que le nom de Zach avait disparu des prospectus de collecte de fonds. Une réunion de partenariat qu'il devait animer au Design Council a été annulée sans explication. L'empire ne s'était pas effondré, il avait simplement été raboté, chirurgicalement et proprement, et Zach saignait à des endroits qu'il ne voyait même pas. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite, élégante, qui m'a surpris. Mère, je ne comprends pas ce que tu fais. J'ai travaillé si dur pour maintenir cette famille forte, pour honorer ce que tu as construit. Je sais que Belle a fait des erreurs, mais elle et celle nous essayons. Pourquoi nous exclus-tu de tout? S'il te plaît, parlons-en. Avec. Je fixai la page, le cœur serré. Il était entré dans une structure construite sur mon dos et avait décidé de la redécorer, et maintenant que les lumières clignotaient, il demandait pourquoi les fondations tremblaient. Hélène me trouva, la lettre sur les genoux, le regard perdu dans le vide. Ça va, demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Je n'arrête pas de penser. Je lui ai tout donné, et il a regardé ça comme si c'était un menu. Elle n'a rien dit, elle a juste posé une tasse de thé à côté de moi. J'aurais dû le lui faire mériter, murmurai-je. Ou du moins le comprendre. Elle me toucha doucement l'épaule. Tu vas le faire maintenant. La lettre est restée sans réponse. J'ai appelé Victor. Je veux reverser les bénéfices de la licence aux femmes en foyer de transition, lui ai-je dit. Utiliser le nom Sinclair, donner à nouveau un sens à la marque. Il a expiré, laissant échapper un petit rire reconnaissant. Ça va piquer. Mais tant mieux. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Zach n'avait jamais compris que l'argent ne pouvait pas acheter les fondations. Quand on construit son succès sur des échafaudages empruntés, le fantôme finit toujours par revenir. Il est arrivé dans une enveloppe ordinaire sans adresse de retour, sans cachet, juste une photo que j'ai immédiatement reconnue. C'était le jour de la remise des diplômes de Zach, 23 ans, le visage rouge de champagne et d'ego, debout à mes côtés, un bras en bandoulière. Je portais ce costume bleu marine à boutons de nacre, celui que James appelait mon armure, et nos sourires étaient sincères. Au dos, j'avais écrit un petit mot de ma main, la dernière fois que tu m'as regardé avec respect. Hélène m'avait demandé si je voulais lui remettre le message en personne, j'ai refusé. Il fallait que le message arrive là où il se sentait le plus en sécurité, alors nous l'avons envoyé à son bureau. 2 jours plus tard, il m'a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Laissons le silence parler. À la fin de la semaine, il s'est présenté seul au domaine sans Belle, sans chauffeur, sans sourire idéal, juste Zach, vêtu d'un blazer froissé, le visage semblant avoir plus de 39 ans. Je ne l'ai pas invité à entrer. Nous nous sommes assis à l'arrière, sous le figuier, comme quand il était petit, bronzé et plein de questions. J'ai reçu ton mot, dit-il finalement, en jouant avec l'enveloppe comme si elle risquait de le mordre. J'ai hoché la tête. Tu l'as mérité. Silence. Il prit une inspiration. Tu crois que je ne sais pas que j'ai merdé,
que je l'ai laissé te parler avec condescendance, que je suis resté planté là sans rien dire. Je déteste cette version de moi, maman. Je ne l'ai pas corrigée ou il ne détestait pas cette version, il détestait le fait qu'elle ait des conséquences. Je voulais juste construire quelque chose. Devenir quelqu'un. Tu étais quelqu'un bien avant les sièges au conseil d'administration et les chaussures de créateur, tu étais à moi, dis-je doucement. Il déglutit. Je le sais maintenant. C'est ça le problème, je le sais maintenant. Il fixa ses mains. Tu me manques. J'ai regardé vers le jardin où mes camélias commençaient à faner au soleil. L'absence de quelqu'un ne signifie pas qu'on le retrouve. Il n'a pas protesté, il a juste hoché la tête. Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit, a-t-il dit. Ni argent, ni accès. Je ne voulais juste pas être un fantôme. L'espace d'un instant, j'ai failli m'adoucir. Mais je me suis souvenu de l'enregistrement, sa voix dans cette pièce, une déclaration confuse. Il n'était pas là parce qu'il s'était réveillé avec un changement d'avis, il était là parce que le sol s'était effondré sous ses pieds. Tu sais ce qui me fait le plus mal, ai-je demandé. Ce n'est pas l'argent, les votes du conseil d'administration, les documents de succession, ni cette fichue bague de famille. Il leva les yeux. C'est de savoir que j'ai élevé un fils qui s'est tenu aux côtés d'une femme qui se moquait de moi, qui m'a regardé être effacé, un instant après l'autre, sans rien faire. Sa voix se brisa. Je ne pensais pas que ça t'intéresserait. C'était la blessure fatale. Tu pensais que je ne ressentais rien. Tu pensais que je resterais forte. Je me suis alors levé, lentement, prudemment, non pas par colère, mais par finalité. Je suis forte, dis-je. C'est pour ça que je ne suis plus en colère. Il cligna des yeux. J'en ai fini, ai-je continué. Ce n'est pas de la rage. C'est de la paix. Il se leva aussi, comme un homme se réveillant en retard pour un train qu'il ne peut pas prendre. Je suis désolé, répéta-t-il. J'acquiesçai, je te crois. Puis je le regardai droit dans les yeux et lui dis la dernière vérité à laquelle il ne s'attendait pas. Désolé, ce n'est pas une porte. C'est un miroir. Il est parti sans un mot. Je suis resté sous le figuier, laissant la lumière de l'après-midi traverser les feuilles comme un souvenir. La cicatrice n'était pas silencieuse, elle ne demandait simplement plus à être vue. Je n'ai convoqué ni conférence de presse ni réunion du conseil d'administration. Je n'ai même pas prévenu ma famille. Un vendredi matin, avant le lever du soleil, Hélène et moi avons emballé mon bureau, 42 ans d'échantillons de design, de récompenses, de registres et de lettres, soigneusement archivés dans des cartons marqués « Héritage, privé ». La seule chose que j'ai laissée derrière moi était une plaque en laiton sur la porte, sur laquelle était écrit Margaret, Maggie, Sinclair. Fondateur, passé. Hélène m'a tendu la dernière enveloppe. À l'intérieur se trouvait le communiqué de presse rédigé par Victor, exactement comme je le souhaitais. Après des décennies à la tête de Sinclair Design, Margaret Sinclair quitte officiellement son poste. Elle poursuivra son action au sein de la Sinclair Initiative, une fondation philanthropique qui soutient les femmes dans l'enseignement du design et l'entrepreneuriat. Aucune mention de Zach. Aucune mention de la famille. Juste moi et l'avenir que je choisissais. L'appel est arrivé juste après 9 heures. Hélène et moi étions en train d'aménager le coin lecture de mon nouveau chalet à un espace ensoleillé au bord du lac, où le silence n'était pas suspect et où chaque ruisseau provenait de la maison en train de se tasser, et non des intrigues des gens. Mon portable a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro. Hélène haussa un sourcil. Tu veux que je le visionne ? Je secouai la tête. Je sais qui c'est. Salut, maman. La voix de Zach était éraillée, fatiguée. On peut parler ? J'ai attendu. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le pense vraiment cette fois, je suis désolé pour tout. Pour Belle, pour ne pas t'avoir protégé, pour t'avoir fait sentir comme un simple bien dont nous attendions d'hériter. J'ai regardé par la fenêtre. Le lac était lisse comme du cristal, sans une ride. Il hésita, puis se précipita. L'entreprise était en difficulté et je ne savais pas quoi faire. Je pensais avoir le temps. Je pensais que tu serais toujours là pour arranger les choses. Je ne m'attendais pas à ce que tu partes comme ça, c'était bien là le problème. Ils ne s'attendent jamais à ce que nous partions. J'aimerais te voir, dit-il doucement, sans rien demander, juste pour parler, juste nous. J'ai dit oui,
parce que j'avais besoin de voir la forme de son visage lorsqu'il ne se cachait pas derrière le sourire de Belle ou les projecteurs de la salle de réunion. Nous nous sommes rencontrés dans un parc à mi-chemin entre le chalet et ce qui était autrefois notre ville. Il paraissait plus âgé, plus mince, le genre de minceur qui n'est pas lié au poids, mais à la certitude qui transparaît chez un homme lorsque l'échafaudage finit par s'écrouler. « Merci de m'avoir accueilli, dit-il. J'acquiesçai, laissant le vent emplir l'espace. « Je veux juste que tu saches que je n'attends rien, a-t-il ajouté. Ni propriété, ni titre, ni pardon. » J'ai incliné la tête. « Alors, que veux-tu » Il déglutit. « Je veux tout recommencer. » Je l'ai observé. « Non, ai-je dit doucement. Tu veux revenir en arrière. » Il cligna des yeux. « Quelle est la différence ? Recommencer, c'est avancer et construire quelque chose de nouveau. Revenir en arrière, c'est vouloir effacer les dégâts sans avoir à tout remettre en ordre. » Il ne dit rien. J'insistai. « Tu as eu tant d'occasions de me protéger ou de dire quelque chose quand Belle me rabaissait, de remettre en question son récit tordu, de défendre les mains qui t'ont élevé. Je ne pensais pas que cela avait tant d'importance. » Il murmura, « Je ne pensais pas. » Et voilà, dis-je. Tu pensais que l'héritage était un nom. L'héritage, c'est la mémoire, et tu l'as laissé réécrire le mien. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose enveloppé dans du papier de soie. J'ai trouvé ça dans un tiroir, dit-il en me le tendant. Je le déballai, un croquis brouillon sur du papier cartonné, des crayons et des autocollants, me représentant en tablier, tenant un plateau de biscuits. En dessous, en lettres enfantines. Ma maman est une patronne. Le « O » de « boss » était un cœur. L'espace d'un instant, j'ai senti quelque chose le transpercer. Puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai rendu. Je me souviens d'elle, dis-je. Mais elle n'habite pas dans la même maison que la femme que tu as traitée comme un distributeur automatique. Il déglutit difficilement. Alors, c'est fini ? On ne revient pas en arrière ? J'ai esquissé un sourire doux, ni cruel ni froid, mais clair. J'ai élevé un fils. Tu as élevé une ambition. Il ferma les yeux un instant, puis hocha la tête. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, nous n'avons pas pleuré. Nous n'avons pas recollé ce qui avait été coupé proprement. Nous sommes restés là, le vent emportant doucement les derniers mots que nous aurions échangés entre mère et enfant. Un mardi matin, sans fuite ni teaser, un seul communiqué de presse est sorti du papier à en-tête officielle de la Sinclair Initiative. Déclaration finale de Margaret, Maggie, Sinclair sur l'avenir de Sinclair Holdings. Après 4 décennies passées à bâtir une entreprise familiale, j'ai choisi de me séparer complètement de Sinclair Holdings. Je n'ai plus aucun lien financier, juridique ou de conseil avec l'entreprise. Cette décision n'a pas été prise dans la précipitation, mais avec clarté. Je réaffecte les 30 millions de dollars précédemment affectés à l'expansion à l'initiative Sinclair, qui soutient des programmes d'éducation et des opportunités d'entrepreneuriat pour les femmes de couleur. L'héritage n'est pas un empire. Ce n'est pas un nom de famille. C'est celui qui garde votre nom secret quand vous n'êtes pas présent. Cette dernière phrase était pour Belle. Je n'ai pas prononcé son nom et je ne le ferai jamais, mais c'est elle qui a fait de mon identité un monogramme et de mon amour un registre. Qu'elle ressente le poids de ce qu'elle a rejeté. Il n'a fallu qu'une heure pour que les appels commencent. Hélène les a filtrés. Une matriarche se retire de l'Empire Sinclair et rediriger des millions vers les femmes marginalisées. Maggie Sinclair prend sa retraite avec grâce et des dents. Belle Sinclair absente de la déclaration, suscitant des rumeurs. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Ce n'était pas nécessaire. J'avais déjà dit ce que j'étais venu dire. Vers midi, Madame Davenport est arrivée au chalet, portant d'énormes lunettes de soleil et transportant des barres de citron dans une boîte plus vieille que certains de nos regrets. « Tu l'as fait » dit-elle en se repliant sur ma chaise de porche. « Tu as laissé tomber l'allumette sans broncher » a-t-elle observé. J'ai souri. Les allumettes ne me font pas peur. J'ai déjà traversé le feu. Elle versa son thé au sans sucre, toujours amer, comme ses opinions. Zach a appelé, dit-elle au bout d'un moment. Il prend congé. Belle est partie la semaine dernière. Je n'ai pas réagi extérieurement, mais quelque chose s'est installé dans ma poitrine comme une dernière page qui se tourne. Elle a demandé la séparation, a poursuivi Madame Davenport, les mots de son avocat flottant entre nous, tromperie émotionnelle, fausse déclaration d'héritage. J'ai siroté mon thé.
Ce qui est une aubaine, ai-je dit, vu que les poches vides font les avocats honnêtes. Elle rit, pleine et sifflante. Tu as toujours eu la cuillère la plus pointue du tiroir. J'ai regardé l'eau, là où le vent s'était levé, poussant de petites ondulations à la surface comme des murmures. L'as-tu jamais moins aimé à cause de tout ça, demanda-t-elle. Je secouai la tête. Non. J'ai juste arrêté de protéger son illusion. Cet après-midi-là, Hélène m'a rejoint pour notre promenade habituelle le long du rivage. Elle m'a demandé ce que je voulais graver sur la pierre angulaire de la fondation. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit, dites la vérité, même si cela vous coûte tout. Elle l'a écrit. Nous avons continué notre chemin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de mon fils, ni du domaine, ni de la maison qui avait oublié comment contenir l'amour. J'ai plutôt rêvé de mes propres mains en cousant, construisant, signant, défaisant et me reconstruisant, silencieusement, avec ardeur, avec une dignité intacte. À mon réveil, j'ai souri. J'étais enfin seul et pleinement respecté.